Lorsque le législateur, en son article 29, dit que les statuts des partis politiques prévoient les modalités de les mécanismes, donc modalités, les mécanismes de dissolution et de fusion, cela voudrait dire que le législateur nous renvoie pour comprendre comment la dissolution va se passer, comment la fusion va se passer, quels sont les effets de la dissolution notamment et quels sont surtout les effets de la fusion. Pour les comprendre, le législateur nous renvoie dans les statuts des partis politiques. Autrement dit, aucun parti politique au Bénin ne peut être enregistré valablement si il n'a pas un statut. C'est le premier niveau que le législateur nous permet de comprendre. S'il n'a pas un statut, donc il ne peut pas être enregistré au Bénin. Mais le niveau le plus spécifique que le législateur nous permet de comprendre à travers cette disposition de l'article 29, c'est que même lorsque vous avez vos statuts, il est important que vos statuts aient en leur contenu, en leur sein, et les modalités, les mécanismes de dissolution et surtout de fusion. Cela voudrait dire quoi? Vous précisez comment est-ce que la fusion aura lieu et quelles sont les règles à respecter, quels sont les effets que l'on attache à la fusion. Et c'est pour cela, à l'entame de mes propos liminaires, je disais que le législateur béninois, dans la charte des partis politiques, ne définit pas ce que c'est que la fusion. Mais il en parle et il nous renvoie maintenant pour appréhender les effets et les modalités. Il nous renvoie au statut des différents partis politiques. Cela voudrait dire que nous allons quitter la norme législative pour descendre dans les statuts des partis politiques pour voir maintenant clairement qu'est-ce que c'est que la fusion pour vous? Comment est-ce que vous faites avec la fusion? Quels sont les effets juridiques qui sont attachés à la fusion dans les statuts des différents partis politiques? C'est ce qui est prévu par le législateur et donc c'est la compréhension qu'il faut avoir. Et donc dire que les statuts ne concernent que les membres des partis politiques, c'est manquer une lecture combinée et croisée des dispositions de nos différentes lois et des statuts des différents partis politiques qui feront objet du débat lorsque le débat viendra à tout moment. Voilà. Et donc, si je comprends bien, cela veut dire que chaque parti définit la façon dont il peut se fondre avec un autre ou se dissoudre pour aller dans une autre entité. Chaque parti définit sa façon de le faire. Très bien, c'est cela. En français facile, comme le disent vos collègues de Radio France Internationale. Donc, en français facile, chaque parti, le législateur dit à chaque parti que vous prenez dans vos tests, vous dites clairement comment est-ce que vous faites la fusion, comment est-ce que vous allez à la fusion. C'est le législateur qui l'a dit. Donc, le législateur, l'ayant dit, il n'y a même plus de sens pour revenir dans la loi, pour commencer par produire, pour commencer par dire, voilà comment ça va se passer, puisque lui-même, il a déjà dit. Si le législateur voulait régler la question autrement, c'est la charte des partis politiques qui aurait dit comment la fusion doit se passer et quels sont les effets que nous allons y attacher. Mais cela n'a pas été fait. Donc, c'est une liberté qui a été concédée aux partis politiques dans leur statut de le faire. Et c'est pour cela que je dis, dès lors que cela n'a pas été précisé dans les statuts, le ministère de l'Intérieur aura donc l'obligation de leur dire qu'ils n'ont pas respecté la disposition de l'article 29 de notre charte des partis politiques. C'est aussi simple que cela. Voilà, et c'est aussi simple que ça. Vous savez, quand il y a une opposition de prétention, on se réfère au juge, on se fait vers une juridiction. En la matière, dans le cas des partis politiques, quelle est la juridiction compétente pour régler des différends liés, par exemple, aux interprétations diverses liées à la fusion, à la dissolution? Qui est compétent pour régler ce problème? C'est le ministre de l'Intérieur? Oh là là, le ministre de l'Intérieur n'est pas une juridiction, c'est une autorité, on va dire, politico-administrative. Oui. Comme si je le savais, j'ai dit à l'entame que nous sommes en droit public et précisément nous sommes en droit des partis politiques. Et lorsque nous sommes en droit public et que la question relève du droit public, surtout avec toutes les considérations que vous connaissez quand on veut caractériser un peu et le contrat administratif, tout ce qui va avec les documents administratifs, naturellement, c'est le juge administratif. Donc, c'est le juge administratif qui est le juge compétent pour connaître du contentieux. Si, éventuellement, les partis décidaient d'aller au contentieux, si les partis n'arrivaient pas à s'entendre dans un règlement à l'amiable, bien sûr, et donc c'est le juge administratif qui est compétent. Dès lors qu'il est saisi, c'est à lui de nous rendre une décision déjà dès le premier degré, et puis on va évoluer vers le second degré, et tout ce qui va avec. Donc, quand je parle déjà du second degré et tout, vous savez, donc on va évoluer, peut-être finir à la Cour suprême, si éventuellement, et les gens voulaient finir à la Cour suprême, qui est le dernier niveau de juridiction, notamment en sa chambre administrative.
Voilà. Et très bien, vous avez planté le décor du point de vue conceptuel, définitionnel. Vous nous avez introduit dans votre jargon, dans notre jargon. Et nous comprenons déjà ce que c'est que la fusion. On retient à cette étape que fusion n'est pas synonyme de dissolution. Je résume vos propos, si ce n'est pas le ça, vous allez me rectifier. Et deuxièmement, vous m'aviez dit que on peut partir, n'est-ce pas, à un règlement labial. Si les parties ne s'entendent pas, ils peuvent se retrouver, dialoguer, trouver une solution. S'il n'y a pas de solution, on se dirige vers le juge administratif. Et vous me venez de nous dire aussi que le ministère de l'Intérieur, je vous parle en profane qui voudrait aussi comprendre, n'est pas aussi... n'est pas une juridiction pour rester là. Et pour avoir clarifié tous ces éléments, on va maintenant l'appliquer au cas qui a fait l'actualité. Le cas qui a fait l'actualité, c'est bien sûr une correspondance du ministre de l'Intérieur adressée au secrétaire général adjoint du parti dénommé Parti du Renouveau démocratique pour usage, n'est-ce pas, illégal de symboles de parti qui n'existent plus. Voilà. Et on a vu la réplique qui est venue du président Adrien Oubedji, qui s'est présenté comme le président du Parti du Renouveau démocratique et qui, à la surprise générale, enfin, pour nous qui observons, a dit que son parti existe. Et c'est là le grand débat. On a vu le parti en question présenter des candidats pour aller aux élections législatives. Voilà, ça, je vous présente le contexte. Hein. On a des députés et d'un courant donné, on peut dire PRD ou du moins, qu'on a connu par le passé comme étant des porte-étendards, n'est-ce pas, du Parti du Renouveau démocratique, que se trouve à l'Assemblée nationale sous la bannière de Union progressiste, le Renouveau. Oui, on a aussi, dans le cadre de la modification de la loi sur le code électoral pour la désignation des chefs de village et des délégués, on a eu aussi une compréhension qui a fait l'objet, n'est-ce pas, de justice constitutionnelle. Et à partir de cette justice constitutionnelle, on a dit que non, quand il y a fusion, le juge constitutionnel a dit que quand il y a fusion, il pèse bien ces mots, ils se sont fusionnés, il n'est pas entré dans la légalité. Mais quand on fusionne, c'est que tous vos droits, obligations sont pris par l'entité nouvellement créée. Voilà, c'est dans ces contextes-là qu'on voit que le président Adrien Oubedji écrit une lettre pour dire que son parti existe. Vous avez suivi cela et nous avions été surpris d'être étonnés. Et voilà pourquoi dans mon introduction, j'ai parlé de fusion à moitié ou à 3/4. Finalement, la fusion n'est pas consommée. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord, d'un point de vue général? D'un point de vue général, étant aussi simple citoyen dans la République, j'ai été aussi surpris, tout comme vous, et je pense, tout comme beaucoup de nos compatriotes, j'ai été surpris d'apprendre que le PRD continue d'exister et sur le landerneau politique béninois en tant que parti politique. J'ai été surpris et tout ce que j'avais voulu, c'est d'avoir les pièces qui avaient été déposées au niveau du ministère de l'Intérieur. Cela allait nous permettre, bien sûr, de comprendre ce qui s'est passé. Mais fort heureusement, vous l'avez dit, et Maître Adrien Oubedji a versé dans l'espace public et les pièces à travers une conclusion que nous avons lue et que nous avons appréciée d'ailleurs. Alors, dans ce que vous avez résumé comme étant le contexte, déjà, il y a eu la correspondance du ministre de l'Intérieur qui a quand même surpris certains également. Et j'avoue que j'ai été aussi surpris un peu, mais après, je peux essayer d'expliquer peut-être. Et c'est que je me suis demandé, qu'est-ce qui a pu amener le ministre de l'Intérieur à adresser directement une correspondance à un militant d'un parti politique? Parce que jusque-là, nous parlons de l'UPR, de l'UP, le Renouveau. Oui. Et donc, quelqu'un est membre d'un parti politique, et il a des agissements en déphasage des règles de son parti politique, et bien sûr aussi peut-être en déphasage des règles de la République, notamment l'achat des partis politiques. Et ce n'est pas le responsable, ou ce ne sont pas les responsables du parti politique dont il est membre, qui essaie de le ramener à l'ordre, de l'interpeller. Et le ministre de l'Intérieur n'a pas cru devoir s'adresser aux responsables du parti, du concerné, pour leur rappeler un peu les obligations, au cas où, de bonne foi, ils auraient oublié les obligations qui découlent de la fusion.
Cela n'a pas été fait ainsi. Directement, il a envoyé sa note vers l'intéressé. Et je pense que c'est un peu surprenant. C'est un peu surprenant et j'estime qu'à cette phase-là, on aurait dû procéder autrement. On aurait dû procéder autrement. Mais je peux aussi comprendre le ministre de l'Intérieur si, par exemple, dans sa conception, il considère que nous sommes dans ce que les publicistes vont appeler trouble à l'ordre public. Donc, il peut considérer que nous sommes dans un trouble à l'ordre public et dès lors que nous sommes dans un trouble à l'ordre public, vous me l'enseignerez. Et l'autorité administrative, bien sûr, en respectant un certain nombre de principes, est amenée à prendre des mesures. Et donc, je peux considérer que cette correspondance-là est inscrite dans ce cadre-là. Je dis, je peux considérer. Donc, oui, vous le dites bien parce que la correspondance est en face de moi. Elle est en date du 20 mai 2025. Voilà. C'est écrit à M. Gratien Laurent Aouamem. Ah, voilà. Sans autre titre. Sans autre titre. Vous voyez, donc c'est l'individu, effectivement, et je pense qu'on peut comprendre c'est le ministre de l'Intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur qui a l'individu directement. Dont il ne donne pas le titre. Dont il ne donne pas le titre. Je pense que, bon, c'est des problèmes de gouvernance, ça, on peut discuter après, parce que qu'un ministre, c'est comme si je suis ici et le ministre m'adresse une correspondance, Landry Anjoula de la Cour, ben, je vais me dire, je suis qui dans la République pour recevoir une correspondance, c'est-à-dire une note officielle d'un ministre de la République, alors que je n'ai pas de titre. Si j'étais maire, chef quartier, on comprendrait. Vous voyez un peu ce que je voudrais relever. Et l'autre chose aussi que vous avez eu à dire, c'est notamment par rapport à la décision de la Cour constitutionnelle. Je voudrais l'aborder pour ne pas oublier, parce que c'est que ça paraît comme une préoccupation épisodique dans le débat actuel. Et j'ai pu lire, comme tout le monde, que la décision, que la Cour constitutionnelle valide l'existence du parti politique Union Progressive Le Renouveau et par conséquent entérine la disparition du parti politique PRD et aussi du parti politique UP. Je voudrais que nous soyons sur les principes de droit. S'il y a un organe de l'État ou une institution, une structure qui doit veiller à la régularité des pièces ou encore conduire le processus, la vérification des pièces pour l'enrichissement et la délivrance de ce document précieux qui permet, donc le récépissé définitif, qui permet de valider l'existence d'un parti politique au Bénin, c'est le ministère de l'Intérieur. Et donc le rôle de la Cour constitutionnelle n'est pas de veiller à ce que, est-ce que les partis politiques sont régulièrement constitués ou pas. Ce n'est pas le rôle de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a rendu sa décision du 6 mars 2025 sur la base des éléments qui lui ont été versés. Dans un contexte précis. Elle a été saisie, je pense, par le parti politique de l'opposition, les démocrates, et un autre concitoyen, et d'ailleurs et ami, Roland Dossou, à qui je fais un clin d'œil, qui ont estimé que l'Union progressive, le renouveau, n'existant pas au moment des élections communales et autres, ne devait pas avoir des élus locaux et autres. Donc vous voyez une préoccupation de droit. La Cour a estimé que vu que les gens ont été créés à telle date, donc sur la base de ce qu'elle a reçu, et donc ils ont fait fusion, et comme ils ont été créés, il y a un acte, c'est la nouvelle entité qui désormais existe et porte le patrimoine, c'est-à-dire vous héritez de l'actif et du passif. En français facile, c'est comme les questions d'héritage, hein. Les gens, souvent, quand ils veulent hériter de leur père ou de leur mère, c'est le côté argent-intérêt que les gens sont laissés qui les intéresse. Ils ne pensent pas que les dettes que Pépé a laissées aussi, il faut les rembourser et qu'on hérite également des dettes. Donc, c'est la même chose. Donc, le passif ici, je veux dire, tout ce qui est en négatif. Vous voyez, on hérite. Et l'actif, c'est tout ce qui est positif. Ça peut être les meubles de bureau, s'il y a des sommes qui restent, et tout ce qui est en positif. Et donc, la Cour a dit, et donc, que vous héritez de cela. Et que la nouvelle entité hérite de tout cela. Et en vertu de cet héritage-là, Union Progressive Le Renouveau doit pouvoir avoir des élus locaux. Parce qu'ayant hérité de l'UP et du PRD, c'est du droit, tout simplement. La Cour constitutionnelle n'a fait qu'appliquer les règles de droit, les principes que nous connaissons. Et c'est ce que nous avons dit tout à l'heure à l'entame. Lorsque vous faites fusion pour donner naissance à une seule entité, l'entité hérite du passif et de l'actif. Donc, c'est l'entité qui poursuit, mais vous-même, et selon les modalités, puisque vous n'allez plus exister. Donc, on va revenir sur ça après. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce que la Cour a dit sur la base des pièces. Mais, la Cour n'a jamais dit que tel n'existe pas, tel existe, tel... Non, ce n'est pas le rôle de la Cour. Donc, la Cour s'est basée sur les documents du ministère de l'Intérieur. Si aujourd'hui, nous avons d'autres documents,
c'est que la décision de la Cour constitutionnelle va prendre un coup. Et nous allons y revenir, vous allez comprendre. C'est pour cela que je dis, n'embarquons pas la Cour constitutionnelle dans un débat qui, pour le moment, ne le concerne pas. Ce débat-là, pour le moment, ne regarde pas la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a fait un travail sur la base des documents officiels et vous me l'enseignerez que lorsque un acte est signé par l'autorité habilitée, ce acte-là fait foi jusqu'à preuve d'inscription en faux. Donc, en tant que journaliste, en tant que responsable de TVC ou de Carrefour, encore de Matin Libre, de Banouto et tout cela, lorsqu'on vous saisit par un acte administratif, par un acte de l'autorité, et que l'acte est authentique, c'est que cet acte-là fait foi jusqu'à preuve d'inscription en faux. C'est lorsqu'on vous dit qu'il y a des irrégularités et que l'autorité prend les mesures correctives que vous êtes en mesure de dire « Ah, il y a erreur ». Mais tant que cela n'est pas fait, c'est ce acte-là qu'on considère. C'est ce que la Cour constitutionnelle a fait. Maintenant, sur ce qui s'est passé, est-ce qu'il fallait distribuer ou ne pas distribuer ça, c'est un autre débat et nous n'allons pas rentrer dedans. Mais je tenais à clarifier pour dire la décision de la Cour constitutionnelle n'est pas une validation de l'inexistence du PRD ou de l'UP ou encore de l'existence du parti politique Union Progressive Le Renouveau. Non, la Cour a fait un constat et a rendu une décision qui peut évoluer en fonction de ce que la situation actuelle va générer. Et quant à la conclusion, ou je vais dire, les conclusions de Maître Adrien Oumbédi, je pense qu'en droit, on constate tout simplement qu'il s'est dit que la réaction du ministre, en réalité, est en porte-à-faux avec les tests. Parce que dit Maître Adrien Oumbédi, de façon globale, vous l'avez dit, il dit que son parti politique, le PRD, continue d'exister. Et si le parti continue d'exister, pourquoi est-ce que alors le ministre demande à un de ses responsables d'utiliser le nom du PRD, les attributs, le logo du PRD? C'est ce qu'il dit. Et pour comprendre cela, il a fait toute sa démonstration. Et pour être simple ici et pour résumer aussi, après avoir pris connaissance des documents et aussi de nos tests, c'est que l'on se rend compte que les statuts du PRD prévoient les mécanismes de fusion tels que demandés, exigés par l'article 29 de la Charte des partis politiques. C'est pour cela qu'il a dit la Charte des partis politiques exige de prévoir dans les statuts. Les statuts du PRD prévoient les mécanismes de fusion en 16 articles 90 et 91. Oui. Et les dites dispositions nous enseignent tout simplement que le PRD peut faire partie d'un regroupement ou fusionner avec d'autres partis politiques. Et que la fusion n'entraîne pas la disparition du PRD, lequel garde ses attributs, ses logos et tout ce qui va avec. Vous imaginez, vous entendez bien. Ça dit que... Ceux qu'il a eu à concéder. Seuls ceux qu'il a eu à concéder, voilà, comme le disent les statuts. Donc, ils ont concédé quoi? Ils ont concédé peut-être le renouveau. Ils ont concédé quoi? Donc, ce qu'ils ont eu à concéder, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui n'ont pas concédé, eux, ils maintiennent et leurs statuts disent que la fusion n'entraîne pas la disparition. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que notre loi, ne définissant pas la fusion et ne nous envoyant pas dans les effets juridiques de la fusion, mais la loi dit, le législateur dit, pour comprendre la fusion et ses effets, allez dans les statuts des partis politiques. Nous sommes dans les statuts des partis politiques du PRD. Voilà ce que les statuts, les dispositions de ces statuts-là disent. Voilà. Et est-ce que, je ne veux pas aller dans une conclusion, parce que ça me fait penser, n'est-ce pas, à une notion en droit, objet tombé et objet tombant. Vous vous rappelez, je ne sais plus quelle jurisprudence réelle, n'est-ce pas, de la Gaja qui exprime cela. Le PRD, en croire ce qui a été écrit par le président Adrien Oumbédi, n'a pas fusionné. Il doit conclure, mais c'est pas... En tout cas, il n'y a pas d'acte, n'est-ce pas, pour aller. Mais lorsqu'on a bénéficié des effets de la fusion, est-ce qu'on est en droit de dire qu'on n'est pas fusionné, que par conséquent, on est une entité distincte? Parce qu'il y a eu des élections où on a participé, il y a eu les effets politiques de la fusion, puisque je n'aime pas trop appeler le nom de l'entité en question, puisqu'on doit être très prudent. L'UP, le Renouveau, a un ministre au moins, n'est-ce pas? Je dis les effets politiques, n'est-ce pas, de la fusion. Quand on a eu tout cela, est-ce que
l'argumentation juridique, si elle est belle dans la forme, est-ce que dans le fond, elle ne titube pas par la réalité des effets de droit de la fusion? C'est une évidence, hein. C'est une évidence parce que dès lors que la fusion n'est pas actée, c'est que tout ce que vous avez obtenu en réalité n'a pas lieu d'exister. Et je vais vous dire. Et en réalité, lorsque vous prenez un peu ce qui s'est passé, quand vous lisez très bien, et j'ai beaucoup mentionné la disposition de l'article 29, et je voudrais que nous puissions faire une lecture croisée de tout cela, de différentes dispositions et des dispositions des statuts pour comprendre. Et je pense que l'article 11, hein, si j'ai bonne mémoire, de la charte des partis politiques, si j'ai bonne mémoire, je le dis encore, et nous dit que... On va vérifier, allez-y. Voilà, nous dit tout simplement, nous enseigne ou dispose. Bon voilà, on dit qu'un article dispose, vous me l'enseignerez. Donc quand nous sommes dans une loi, voilà, et le contrat stipule. Parce que souvent les gens disent que la loi stipule. Entre collègues, c'est toujours bon de... Voilà, on peut s'en passer pour que les gens comprennent. C'est pour cela que je dis, c'est mieux quoi. Donc cet article-là dit clairement que tout citoyen peut être membre d'un parti politique. Et le législateur continue en nous disant que nul ne peut être membre de plus d'un parti politique. Oui. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas être membre de plus d'un parti politique. Vous voyez un peu. L'article 29 dit que les partis politiques prévoient dans leur statut les mécanismes de dissolution et de fusion. Oui. Le PRD dit dans ses statuts que la fusion n'entraîne pas la dissolution, la disparition du PRD. Cela voudrait dire que lorsque le PRD fait même, on suppose, lorsque le PRD fait une fusion réellement actée, officiellement consommée, le PRD ne disparaît pas. Vous voyez, le PRD ne disparaît pas. Or, les alliances de partis politiques n'existent plus en droit politique béninois. Donc, nous serons dans une situation où un militant du PRD, c'est-à-dire il est militant du PRD, et au même moment, au nom de la fusion, puisque l'UP, le renouveau, a également son acte de naissance, vous le savez, a son acte de naissance, a un document juridique d'existence, UP, le renouveau, donc, en droit également, pour le moment, existe. Donc, le PRD ne disparaissant pas, UP, le renouveau, existant. Donc, vous avez un militant du PRD qui est encore un militant du parti politique UP, le renouveau. Comment se fait-il que l'on devient militant du PRD et l'on devient encore militant du parti et Union progressive, le renouveau, alors que l'article 11 dit que vous ne pouvez pas être membre de plus d'un parti politique? Premier problème imbroglio juridique que les gens nous ont créé. Et l'autre chose également sur laquelle je voudrais attirer notre attention, c'est que l'article 19 de la charte des partis politiques dit que le ministère de l'Intérieur est chargé de faire toutes les études utiles, toutes les recherches utiles, avant de décider de la conformité de la déclaration administrative de création de partis politiques. Cela voudrait dire quoi? Et chers frères et amis, éminents journalistes, c'est que le ministre de l'Intérieur doit pouvoir veiller à ce que les partis politiques qui viennent vers lui pour dire qu'ils veulent faire fusion ont respecté les dispositions de la charte des partis politiques. Autrement dit, le ministre de l'Intérieur ou le ministère, s'ils veulent, doit pouvoir veiller à ce que dans les statuts des partis politiques, il n'y ait pas une disposition qui nous renvoie vers un mélange où nous aurons un citoyen membre de deux partis politiques, puisque cela est interdit à l'article 11. Donc, quand vous observez tout cela, vous vous rendez compte que le travail semble ne pas avoir été fait et les gens... correctement fait. Oui, pas correctement fait. Ça dit, j'ai dit sur un plateau que j'ai l'impression que les gens sont dormis un peu, pour reprendre l'expression du sélectionneur Boussa Latoudi. Donc, j'ai pas compris. Donc, les gens sont laissés faire et on se rend compte que la fusion du PRD n'emporte pas sa disparition. Or, vous ne pouvez pas être membre de plus d'un parti politique. Et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Et donc, sur cette base-là, les gens ont fait leur fusion à leur manière, je vais le dire. Je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas fait. Puisqu'il y a quand même des documents pour le moment, même si... Voilà, il y a un protocole, il y a un récépissé administratif. Voilà. Donc, sur cette base-là, nous ne pouvons pas dire que les gens n'ont pas fait le truc. On peut trouver des irrégularités, effectivement, qui, finalement, va remettre en cause l'existence de tout ce que nous constatons là. Et donc, les gens ont fait leur fusion à leur manière. Peut-être par négligence, ils n'ont pas voulu respecter ce qu'ils doivent respecter. Par négligence, le ministère n'a pas vu pour leur dire, mais écoutez, vous, vos modalités de fusion nous créent des soucis. Si vous faites fusion, il y aura ci, il y aura ça. Donc, est-ce que ce ne serait pas bien que le ministère leur dise d'aller revoir leur statut ou leur dise carrément de dire dans leur protocole ou je ne sais quel document comment est-ce qu'ils peuvent mettre fin à leur existence légale dès lors que la fusion sera consommée. Parce qu'il faut le dire, vous ne pouvez pas fusionner si vous n'avez pas une existence.
Vous ne vivez pas, vous ne pouvez pas fusionner. Et donc, c'est ce qui fait que... Il faut exister d'abord. Il faut exister d'abord. C'est ce qui fait que dans les mécanismes de fusion, c'est ceux qui existent qui vont vers. Et ils prévoient dans les protocoles et dans les statuts, dans les tests, tous les tests que vous voulez, que la fusion aura tel effet à partir de tel instant. Vous voyez un peu. Donc, ce sont les modalités, ce sont les mécanismes pour lesquels le législateur nous dit d'aller dans les statuts des partis politiques. Et donc, cela a été fait tel que ça a été fait et ça a généré Union progressiste, le renouveau, et qui a figuré sur la liste des partis politiques récemment sortis par le ministère comme un parti politique au Bénin, et les deux autres partis politiques, naturellement, n'y figuraient plus, le PRD et l'UP. D'accord, les gens ont été aux élections, vous l'avez dit. Ils ont eu des députés, ils ont eu des élus, et il y a eu des avantages politiques qui sont allés avec. Aujourd'hui, si nous constatons, et si, je dis si nous constatons, je veux parler des autorités qui sont à même de le faire, parce que nous faisons des analyses, bien sûr. Si nous arrivons à la conclusion effective et officielle, et confirmée par les juridictions ou peut-être par l'autorité, donc le ministre de l'Intérieur lui-même, que le parti, la naissance du parti politique UP Le Renouveau est viciée, tel que nous sommes en train de le constater, est vicié et que c'est un enrichissement irrégulier, alors, et vous me l'enseignerez, nous serons dans ce qu'on va appeler la nullité. C'est-à-dire que ce récépissé définitif-là, cette naissance, cette création, la création du parti politique UP Le Renouveau sera frappée de nullité et tout le monde le sait en droit. En droit, lorsqu'un acte est frappé de nullité, cet acte est réputé n'avoir jamais existé et par conséquent, cet acte est réputé n'avoir jamais produit des effets juridiques. Ça se comprend. Et dès lors que cet acte est réputé n'avoir jamais produit des effets juridiques, cela voudrait dire que les élus et avantages qui ont été obtenus sous la bannière de l'Union progressiste, le renouveau, en toute logique et tout naturellement tombent. Notamment les élus qu'ils ont eus à l'Assemblée nationale et le dernier partage qui a été fait en ce qui concerne les élus locaux, qui a d'ailleurs généré la décision du 6 mars 2025 de la Cour constitutionnelle, et aussi et surtout le financement des partis politiques. Le financement, parce que vous savez, je le dis, parce que c'est quand même de fortes sommes qui ont été versées aux différents partis politiques également, doit pouvoir tomber. Donc, tous les avantages qui ont été obtenus par l'Union progressiste, le renouveau, doivent pouvoir tomber. Donc, vous voyez un peu la conséquence me paraît un peu forte et scandaleuse si on doit appliquer et considérer que nous sommes en face d'une irrégularité. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les choses se sont passées ainsi. Mais ce que je constate aussi, c'est que Maître Adrien Oumbédi dit qu'en vertu de l'article 6 du protocole, le président du parti UP, donc l'Union progressiste, et donc Maître Joseph Dorbenou avait quand même l'obligation de faire certaines démarches qui n'ont pas été faites. Et ça, c'est entre eux, ça c'est les questions de protocole, on peut comprendre, nous sommes en droit. Le protocole, oui, c'est bon pour faire des analyses un peu quand on est un peu bas, mais ce qui nous intéresse notamment ici, c'est la loi et les différents statuts des différents partis politiques qui prévoient les mécanismes de dissolution et de fusion. Et l'autre chose également, c'est que quand vous entrez dans le mécanisme de dissolution des différents partis politiques, eux tous, ils ont parlé d'un congrès convoqué par le Conseil national. Et ils nous ont parlé, je pense, de 3 cas. Je pense, si j'ai bonne mémoire, que les deux ont parlé de 3 cas des congressistes. C'est eux qui valident la dissolution des partis politiques. Cela voudrait dire que tout cela a été prévu dans les différents tests donc, de ces différents partis politiques-là. Et je le dis encore une fois, au niveau du ministère de l'Intérieur, les gens sont manqués un peu de vigilance. Sinon, on aurait pu voir qu'il y a une situation qu'il faut régler au niveau des tests. Il faut prévoir clairement, il faut les renvoyer. Et ça, je le dis parce que c'est des choses qui se font même pour les organisations non gouvernementales. Les statuts, il faut le dire, il ne faut pas que nous restons dans la théorie. Les statuts d'un parti politique, les statuts d'une organisation, d'une association, ne sont pas des choses qu'on élabore dans une chambre et qu'on dépose et que le ministère valide ou la préfecture valide. Les statuts sont étudiés par les cadres du ministère qui vous font des retours, qui vous appellent à modifier telle disposition, qui vous appellent à prévoir tel organe ou tel organe et tel organe. Et donc, je n'ai pas compris ce qui s'est passé et donc voilà la situation que je peux expliquer. Oui, le dol aussi en droit est une notion. Est-ce que quand on est co-contractant, quand on va ensemble, on a exprimé la volonté, n'est-ce pas, d'aller vers un objectif. Vous souriez parce qu'il semble que vous devinez un peu. Et ce que je voudrais dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dans ce parcours-là, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui sait très bien que il ne va pas vers le point final? Oui, Moi, je préfère poser la question comme ça sans aller je ne trouve pas les mots pour dire ce que je voudrais dire.
Vous avez parlé du dol. Je voudrais dire à nos téléspectateurs et aussi auditeurs et internautes que le dol, c'est cette manœuvre frauduleuse tendant à induire l'autre en erreur, notamment l'autre partie, la partie co-contratante. Donc, est-ce qu'il y a une stratégie, est-ce qu'il y a une volonté d'induire les juges en erreur? Je ne saurais le dire parce que je n'ai pas des éléments et vous me l'enseignez. Je constate que... Voilà. Mais on peut, du point de vue d'une analyse en tant que citoyen, tout simplement, ou peut-être en tant qu'observateur de la vie politique, et je constate, et pour habiller les choses, qu'il y a eu de la négligence d'un côté et qu'il y a eu de l'intelligence trop poussée d'un autre côté. Je préfère parler d'intelligence trop poussée et de négligence parce que ne sachant pas si ce qui s'est passé a été fait à dessein, mais je pense que quand on analyse et quand nous savons que le parti de Maître Adrien Ongbedi, le PRD, est dirigé par des classiques, c'est des gens, c'est pas un parti qui est né hier. Vous savez, sur l'échiquier politique béninois, il y a des acteurs qui sont des vétérans, il y a des baobabs que l'on doit respecter et que l'on doit vénérer. Et même si nous ne sommes pas d'accord avec leurs différentes postures... Qui ont fait toutes les guerres, comme les jeunes disent à Cotonou. On sait la question du PRD Nouvelle Génération, et on se souviendra du mémoire en défense historique de Ismaël Tidjani Sepos, paix à son âme. Donc, c'est des gens qui sont tellement habitués, n'est-ce pas, à ces genres de crise ou bien à ces genres de dysfonctionnement. Donc, ce sont des classiques. C'est une parenthèse pour vous en dire effet, que oui, c'est vrai. Ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Et c'est très important parce qu'il faut partir de l'histoire, du contexte pour mieux comprendre ce qui se passe. Et donc, ce ne sont pas des acteurs nés hier. Et vous savez, et je l'ai dit pour m'amuser, que nous sommes dans un combat entre d'abord deux gladiateurs. Nous sommes d'abord deux avocats émérite, vous savez. Et après, l'autre a été magistrat, avec tout le parcours qu'on le connaît, c'est au moins 12 années à l'Assemblée nationale, c'est Premier ministre, tout ça. Et vous avez de l'autre côté un agrégé, pas seulement agrégé, un professeur titulaire également de droit privé, un ancien président de la Cour constitutionnelle, ancien président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, avocat au barreau du Bénin. Donc, ces deux gladiateurs, donc c'est vraiment du droit qui est descendu, que les gens ont voulu ramener dans le débat public pour nous occuper et pour réveiller un peu, pour nous occuper positivement, il faut le dire, pour réveiller un peu notre intelligence en étant tout jeune, pour que nous puissions comprendre que... D'accord, ils vous suivent, hein. Ça fait l'objet... Alors là, c'est un honneur. Alors, si nous savons que nos aînés, nos aînés donc, nous suivent, donc ils ont voulu quand même commencer à nous former sur cette base-là, parce que quand vous êtes jeune et que vous avez été formé, vous avez pratiqué, vous pratiquez, et les expériences, c'est au fil des ans et c'est au fil des situations. La situation actuelle, et vous me le direz certainement, va faire que lorsque vous serez pris comme conseiller juridique ou politique d'un acteur politique, comme conseiller juridique d'un ministre, notamment le ministre de l'Intérieur, désormais vous avez le réflexe d'aller voir si tel parti qui est en train de solliciter une déclaration de reconnaissance, je vais dire, d'existence sur l'échiquier national, a respecté ceci ou cela. C'est là où les cas pareils, quoique ça peut être un peu triste et désolant, et nous réveille et apporte quand même des éléments positifs à ce que nous faisons. Et donc, je dis, Maître Adrien Ongbedi, il a peut-être fait cela sciemment, je ne saurais le dire. Mais une chose est sûre, les gens vous diront que Maître Adrien Ongbedi est un habitué, il ne reste pas trop dans beaucoup de choses. Et quand on regarde, il a été Premier ministre, on sait après comment ça s'est passé. Et bon, voilà, un peu partout, il sait très bien démissionner, il sait s'en sortir. Comme ça n'est pas péjoratif? Non, pas du tout. Non, c'est de l'histoire. Ce sont les faits, ce sont les faits. Vous voyez, son départ de cap est toujours motivé. Non, je ne suis pas en train d'apprécier le départ. Je suis en train de dire, c'est un habitué, c'est-à-dire ne reste pas trop dans... Vous savez, il y a d'autres acteurs. Il y a M. Candide Azanaï également qui ne reste pas trop dans des choses comme ça. Et je peux vous dire que moi aussi, je suis un peu pareil. Je ne reste pas trop dans des choses quand je constate que ma place n'est pas là. Donc, il y a certains, ils sont comme ça, ils restent dedans. Quand ils constatent que... inconstant. Je ne suis pas inconstant, je suis fidèle à une règle. C'est que les règles que nous avons définies doivent être réglées. Et dès lors que les règles ne peuvent plus être réglées, vous essayez de faire le minimum. Et quand les gens ne peuvent plus vous écouter, vous partez. Vous savez, Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre en France, qui est d'ailleurs caractérisé, qui est la caractéristique principale des démissions des gouvernements en France, Jean-Pierre Chevènement, il dit un gouvernement, ça ferme sa gueule. Quand ça s'ouvre, ça s'en va. Et c'est lui qui a plus démissionné dans les gouvernements en France. C'est-à-dire qu'il est dans un gouvernement, il démarre, et il constate que les orientations que nous nous sommes données ne sont pas en train d'être respectées. Et donc, il décide de partir. Et je vais conclure sur cette affaire-là pour vous dire que ce n'est pas de l'inconstance. En citant Christiane Taubira, l'ancienne garde des Sceaux, toujours en France. Christiane Taubira, qui est une dame, une maman que j'admire de loin, j'admire beaucoup.
Quand elle démissionnait, sa dernière démission, quand elle démissionnait en tant que garde des Sceaux, elle devait partir. Elle dit ceci, et je cite, « Parfois, résister, c'est rester. Parfois, résister, c'est partir. Par respect à l'éthique et à la morale. » Vous comprenez? Donc, ce n'est pas rester qui est le problème. C'est de savoir si vous restez dans la merde ou dans du bordel. Donc, vous devez être fidèle aux règles, aux principes, aux valeurs auxquelles vous croyez. Et ce n'est pas parce que l'on veut plaire à l'opinion, l'on veut plaire et montrer que l'on est constant, que l'on est obligé de rester dans un milieu où les gens ne sont en train de rien respecter, par respect à ce que vous avez promis, par exemple, à la population. Je ne veux pas dire que chaque fois que les gens démissionnent, que chaque fois que les gens décident de partir, c'est parce que les principes et valeurs ne sont pas respectés. Je ne connais pas les raisons, mais je dis que quelqu'un peut paraître dans l'opinion comme étant inconstant, mais en réalité, c'est parce qu'il se retrouve dans un système où les gens n'ont pas appris à respecter les principes et les valeurs. Et donc, quand les situations se posent ainsi, moi, je ne tarde pas à quitter. Voilà. Et Maître Adrien Goumbedji écrit dans sa lettre une partie qui mettait, dont j'ai besoin de votre commentaire sur cette phrase. La fusion conclue grâce à une résolution du Conseil national n'a donc pas pour effet de faire disparaître le PRD. Tout simplement, il n'a fait que répéter les dispositions de ses statuts, des statuts de son parti politique. C'est en réalité cela. Ça dit, il a fait une lecture juridique. C'était le coefficient directeur de sa démarche dès le début. Dès le début. Cela voudrait dire que Maître Adrien Goumbedji, c'est peut-être les autres qui ne savaient pas. Lui, il savait très bien que la fusion dont vous êtes en train de parler n'induit pas, en tout cas chez nous, la disparition du PRD. Mais peut-être parce que Maître Joseph Dobenou est aussi un avocat praticien, je l'ai dit, émérite, qui est aussi resté beaucoup en droit des affaires, notamment en droit WADA et en droit pénal et bien d'autres. Peut-être qu'il est resté dans la logique de la conception que l'on peut avoir de la fusion en droit des affaires. Vous voyez un peu, en droit des affaires. Et peut-être, je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce qu'ils ont fait entre eux. Peut-être qu'il est resté dans cette logique-là. Si vous restez dans cette logique-là en tant que juriste, vous n'aurez pas le réflexe d'aller vérifier si un parti politique a dit que la fusion entraîne la disparition de son parti. Parce que vous allez vous dire que, ben, écoutez, nous savons ce que c'est que la fusion en droit des affaires, en droit WADA, et que voilà, c'est ceci, c'est cela. Mais ici, nous sommes dans un droit spécifique. Ce n'est pas pour rien qu'on vous enseigne les contrats spéciaux, ce n'est pas pour rien qu'on nous enseigne le droit pénal spécial. Donc, les questions de spécialité ne sont pas enseignées en l'air, le nez au vent. On nous enseigne la spécificité parce que, en dehors des règles générales, en dehors des principes généraux du droit, pour appréhender les domaines, on prend les tests au niveau général, on descend dans les spécificités pour dire est-ce que la branche ou la sous-branche dans laquelle nous sommes là, est-ce qu'il n'y a pas une nuance? Et c'est là, en réalité, et comme tout le monde le dit, et je sais que vous me l'enseignerez une fois encore, que c'est là qu'on démarque ou qu'on fait la démarcation entre un juriste qui est effectivement pointu, qui a de la finesse, et un juriste qui est un peu d'ordre général et qui peut raisonner sur des principes d'ordre général, mais sans descendre dans la réalité. Donc, Maître Adrien Goumbedji, en mettant cette phrase-là, il ne l'a pas fait le nez au vent, c'est parce que les statuts de son parti politique disent clairement que la fusion n'entraîne pas la disparition du PRD. Par conséquent, on ne saurait faire une fusion et vous allez nous dire que cette fusion-là emporte la disparition du PRD. Ce que Maître Adrien Goumbedji a fait, c'est tout simplement du droit sur le volet juridique. Peut-être après, dans l'analyse politique, on peut considérer que... Il a fait de la politique. Il a fait de la politique avec beaucoup d'intelligence. Il a fait de la politique, donc autrement dit, ça veut dire que en politique, il faut éviter d'être sincère. C'est une conclusion active? Je ne sais pas. Est-ce que quand on est en politique, il faut toujours être prudent, il faut toujours en train de surveiller ce que l'autre dit n'est pas sincère, il faut être tout le temps... Est-ce que... Je pense que si nous sommes en politique... Ça, c'est une conception, une autre conception de la politique, ça. Si nous sommes en politique, nous devons savoir que la politique, en réalité, c'est là de bien gérer la cité, normalement. Oui, c'est ça, normalement. Mais si on reste dans une, voilà, comme ça, une perspective platonicienne. Ouais, mais là, je pense que ça peut être des théories d'amphithéâtre. Hein, parce que dans la réalité, lorsque vous avez lu des auteurs sur ce qu'est la politique, vous vous rendez compte que la politique n'est pas un terrain pour les enfants de cœur. Et donc, si vous faites confiance facilement à un acteur politique, c'est à vos risques et périls. Parce que la politique, en réalité, c'est comme un jeu où l'on ne trouve que des loups, des renards, des lions, des tigres et tout. Donc, c'est un mélange de tout où les gens sont tellement avisés. C'est pour cela
il est demandé aux partis politiques d'avoir une école de partis politiques pour former leurs militants. On ne vient pas en politique comme l'on vient en quittant un village pour rejoindre la ville parce que l'on a pu décrocher le baccalauréat. Et donc, en politique, pour venir, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup apprendre et il faut beaucoup s'inspirer du parcours des anciens, de ceux qui ont existé avant nous, de ceux qui l'ont pratiqué, de ceux qui l'ont mis en œuvre. Allez, je vais dire en Athènes, allez lire, que ce soit Machiavel, que ce soit Cicéron, que ce soit Platon, peu importe les auteurs que vous voulez lire. Ou encore, si vous voulez même mieux comprendre l'État, allez lire Hegel, ou encore, si vous voulez, un auteur que le président Azanaï aime bien, Sénèque. Donc, quand vous lisez les auteurs, vous vous rendez compte que la politique, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de l'amusement. C'est une science vraiment sérieuse pour être confié à des plaisantins ou bien à des gens qui manquent de sérieux ou des gens qui sont purement naïfs. Malheureusement, et dans les États africains, l'on le constate dans la mise en œuvre de ce que c'est que la politique, c'est qu'il y a des éléments qui sont présents, c'est la trahison du jour au lendemain, c'est le manque de confiance, et il y a beaucoup de travaux également sur la trahison en politique et que l'on peut consulter. Donc ce sont des choses, ça n'existe pas. En fait, ce n'est pas aujourd'hui que ces réalités-là ont commencé à exister, même si j'estime que c'est un peu déplorable que l'on ne puisse pas mettre un peu d'éthique et de morale sur le terrain politique. Je préfère cette dernière partie-là, parce qu'on peut faire la politique autrement. En effet. On peut s'engager, faire du chemin et atteindre un objectif qui aura des effets pour la postérité. C'est ce que je pense. Oui. Et dans sa lettre, le président Adrien Oumbédi semble quand même situer les responsabilités d'une manière. C'est vrai qu'il a distribué les points de part et d'autre, mais il dit ceci, avant qu'on ouvre les questions, je sais qu'il y a beaucoup de questions, vous avez posé beaucoup de questions, ouais. Mais vous me permettrez de conclure cet aspect avant de revenir sur les questions qui vous tiennent à cœur. Il dit, quant au ministère de l'Intérieur, il avait la charge de procéder aux différentes études et analyses pour s'assurer que le dossier qui lui a été soumis est conforme à la loi. C'est en effet lorsqu'il juge le dossier conforme à la loi que le ministre de l'Intérieur délivre le récépissé provisoire et plus tard le définitif. Article 19, 20 et 21, nouveau de la loi 2018 du 17 septembre 2018. Donc c'est une manière, c'est aussi un réquisitoire à peine voilé contre, n'est-ce pas, les services techniques du ministère de l'Intérieur. Je peux même dire que ce n'est pas un réquisitoire à peine voilé, c'est une réalité. Et c'est ce que j'étais en train de dire depuis. C'est l'article 19, tous ceux qui nous suivent dans Cali. Et c'est ce que Maître Adrien Oumbédi est en train de rappeler au ministre. Il lui appartenait de faire toutes les vérifications. Et donc, lui, il estime aujourd'hui que ce n'est pas son rôle à lui, parce qu'effectivement, ce n'est pas le rôle des partis politiques qui viennent de commencer par voir si c'est régulier ou pas. Encore que nous sommes en droit, et tout le monde le sait, que la nature des questions juridiques, les lois et autres, lorsqu'elles sont adoptées, le juriste ou les techniciens de droit ont souvent tendance à chercher les failles. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. L'on a tendance à chercher les failles au cas où il y aurait une situation. Et l'on a tendance à se dire, est-ce que ce n'est pas possible de contourner? Parce qu'en réalité, c'est dans ce travail de contournement des normes juridiques que vous réveillez un peu votre intelligence. Et donc là, le ministre a effectivement le rôle de le faire, l'obligation de le faire. C'est le législateur qui le dit. Et Maître Adrien Oumbédi, en faisant l'affirmation, nous a renvoyé vers les dispositions de la loi qui confirme ce qu'il est en train de dire. Cela n'a pas été fait. Si cela avait été fait, je pense qu'on ne serait pas là. Ou je ne vais pas dire que cela n'a pas été fait. Peut-être que les gens sont dormis, je préfère ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on constate aujourd'hui que le contrôle de conformité, c'est-à-dire la recherche de toutes les informations utiles, semble n'avoir pas été trop bien fait. Semble n'avoir pas été trop bien fait. Je préfère mettre un peu de bémol et de précaution. Mais l'administration peut se tromper, revenir sur une erreur. Si l'administration délivre un récépissé et des instances et il se rend compte qu'il y a des actes antérieurs qui ne devraient pas permettre de faire, l'administration peut revenir là-dessus. En effet, vous le savez, nous sommes en droit, administratif et il est clair que lorsque l'on considère qu'il y a eu erreur avec une norme administrative, il y a des modalités, on vous dira, la mort d'un acte administratif, on le connaît, soit par abrogation ou par retrait. Et donc, tout simplement, l'administration va considérer qu'il y a eu une irrégularité, je me suis trompé, et puisque je me suis trompé, alors je retire. Je retire un peu là qui a été délivré. La formule consacrée abroge toute disposition antérieure contraire. L'administration va quand même essayer de voir.
Voilà, M. Adelokun, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. J'ai suivi, bon, je commence les questions, il y en a beaucoup. Oui. Voilà. J'ai suivi votre invité et sa cohérence, sauf sur un point essentiel. Pourquoi votre invité ne conclut pas que la clause des statuts du PRD qui prévoit la suivi d'une entité fusionnée est nulle et de nul effet? Je vous reprends la question. Non, c'est bon, j'ai compris. Ok. Par sur quoi? Que dit-il de la radiation par le ministère de l'Intérieur du PRD et de l'UP au lendemain de la fusion? Merci beaucoup. Et je voudrais remercier l'internaute qui a posé la question. Oui. Et lui dit qu'en réalité, dit que la disposition des statuts du PRD qui dit que la fusion n'entraîne pas disparition du PRD et en porte-à-faux avec les lois est une grave affirmation. C'est une grave affirmation. Puisque, je l'ai dit tout à l'heure, les tests, ça dit, je voudrais que nous puissions comprendre que nous sommes en train de parler d'un débat technique. Oui. Maintenant, chacun est libre de prendre position, de croire ou de ne pas croire. Parce que c'est un peu difficile quand les gens ont une position. Je ne dis pas, je ne parle pas de l'internaute, je profite pour... Donc je dis, je remercie l'internaute. Est-ce que je dis, allons au niveau de l'article 29 de la charte des partis politiques au Bénin, que les gens ouvrent l'article 29. Un des tirés, je pense le dernier, dit que les partis politiques prévoient dans leur statut le mécanisme de dissolution et de fusion. Celui qui parle, où est-ce qu'il est dit dans la charte des partis politiques que la fusion entraîne la disparition des partis politiques? Il dit que la radiation par le ministère de l'Intérieur... Ok, d'accord. J'en viens. Donc, où est-ce qu'il est dit? Parce que nous sommes en train depuis je suis en train de parler, c'est en convoquant des normes. Oui. Article 29 dit que pour comprendre le phénomène de fusion et de dissolution, il faut aller dans les statuts. Cela voudrait dire que le législateur nous dit, ce sont les statuts qui nous disent ce qu'on doit retenir de la fusion. Comment ça va se passer, les effets qui y sont attachés. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure de faire attention. Nous ne sommes pas en droit des affaires. Nous sommes en droit des partis politiques au Bénin. Et donc les statuts des partis disent, notamment le PRD, que la fusion n'entraîne pas la disparition du PRD. Et j'ai dit, si dans l'esprit du législateur, la fusion devait entraîner la disparition, la dissolution des partis politiques, dès lors que le PRD a soumis son dossier, ou que l'UP et le PRD ont soumis leur dossier, il appartenait au ministère de l'Intérieur, conformément à l'article 19 de la charte, de dire que vous n'avez pas respecté une disposition de la charte, notamment celle portant sur la fusion, article 29. Et j'ai dit que l'article 11 de la charte dit « Vous ne pouvez pas être membre de plus d'un parti politique ». Sur cette base-là, le ministère avait à leur dire « Votre statut, vos tests ne sont pas en conformité avec la charte, allez régler cela, ou carrément, vos tests tels que c'est ne peut pas permettre de faire une fusion en respectant bien sûr les dispositions de la charte. » Cela n'a pas été fait. Et maintenant, vous dites qu'il faut conclure que la disposition est nulle et non avenue, nulle et de nul effet. Non, non, la disposition n'est pas nulle, puisque le législateur n'a pas dit que la fusion emporte disparition des partis politiques. Nous sommes sur le terrain du droit des partis politiques. Ils n'ont qu'à nous dire où est-ce que le législateur a dit ça. Le législateur nous a renvoyés vers les statuts. Il appartenait donc au ministère de se dire « Ah, attention, puisque dans l'esprit de la loi, vous ne pouvez pas être membre de plus d'un parti politique, alors votre texte ne peut pas dire expressément, nous sommes en droit, ne peut pas dire expressément que la fusion chez vous n'entraîne pas votre disparition. Parce que votre fusion doit pouvoir entraîner la disparition en vertu de l'article 11 qui dit que nul ne peut être membre de plus d'un parti politique et que nous n'avons plus d'alliance de partis politiques au Bénin pour dire que peut-être c'est une alliance. Donc cela n'a pas été fait et nous sommes restés dans une situation où le ministère a validé les dossiers. Pour l'internaute, j'ai dit que les statuts des partis politiques ne sont pas des choses qu'on rédige le nez au vent. Lorsque vous voulez faire un enregistrement, et là je parle de façon pratique de ce que nous faisons, nous avons accompagné des gens, des structures dans ça une fois. Lorsque vous envoyez les tests, le règlement intérieur, les statuts, les cadres du ministère de l'Intérieur prennent leur temps, font une étude en vertu de l'article 19 et vous font des observations jusqu'au niveau même de, comment on appelle, des statuts.
et vous disent même que vous n'avez pas prévu tel organe. Vous devez prévoir cet organe-là. Vous n'avez pas prévu ci, vous devez prévoir tel. Et ici, on va vous dire oui, de faire ci, de faire ça. On peut même vous dire des fois de reprendre, et comment on appelle, votre congrès. Et non, cela n'a pas été fait. Je suis sur un terrain pratique, ça dit, convoquons les dispositions, parlons de façon pratique. Et non, cela voudrait dire, cela n'a pas été fait. Et le ministère a délivré des papiers. Lorsque le ministère délivre des papiers, nous sommes en droit. Cela voudrait dire quoi? Indirectement. Et c'est ce que Maître Adrien Oumbédi est en train de démontrer. Que le ministère a validé vos tests dans leur entièreté, a validé ce que vous lui avez soumis. Et lorsque cela a été fait, pourquoi est-ce que vous voulez dire maintenant qu'on déclare la nullité de la disposition, encore que cela n'est pas précisé dans la loi? Donc, il y a en réalité un imbroglio juridique qui a été orchestré du fait de ce qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, les choses ont un peu vacillé. Et beaucoup de questions... mais il parle de la radiation, il ne faudrait pas que j'oublie. Oui, ouais. il parle de la radiation. Pas sur quoi Que dites-vous de la radiation par le ministère de l'Intérieur, du PRD et de l'UP au lendemain de la fusion? Justement, nous sommes en droit. Et j'ai aimé sa question. Ce Tintano, je le remercie beaucoup parce que c'est une belle question qui nous permet de revenir sur des éléments qui revenaient et on serait parti sans les aborder. La radiation n'est rien d'autre que la conséquence de la disparition des partis politiques, de la dissolution des partis politiques. En droit, lorsque vous n'existez plus, on procède à la radiation. On est d'accord. C'est ce que le ministère a fait. C'est pour cela que j'ai dit, quand le ministère a sorti la liste des partis politiques encore d'actualité au Bénin, il n'y a ni le PRD, ni l'UP. Et j'ai dit à l'entame, c'est pour cela, quand le PRD a parlé, nous avons été aussi surpris. Parce qu'on considère que l'UP, le renouveau, est né de votre fusion. Et donc, dans la tête du ministère de l'Intérieur, dès lors que vous êtes mis ensemble, vous avez fusionné, il n'y a qu'une seule entité qui existe et qui donc assure la continuité. Et par conséquent, dans sa tête, c'est que vous, les autres entités, les deux autres entités, vous ne pouvez plus exister. Et qu'est-ce qu'on fait? On procède à la radiation parce que vous avez fait fusion et je vous ai délivré un récépissé définitif. Et donc, sur la base de la délivrance de ce récépissé définitif-là, automatiquement, le ministère estime qu'il y a une disparition des partis politiques. Et donc, dès lors qu'il y a disparition des partis politiques, on procède à la radiation. C'est une mesure administrative, ce sont des règles. Mais il s'est fait que nous sommes en train de constater que même la délivrance du document qui a permis d'asseoir l'argument juridique de la radiation, il y a problème. C'est pour cela que je disais qu'il faut que les gens comprennent. Ça dit, le PRD dit que c'est au lendemain, mais au lendemain de la fusion, il a reçu aussi son récépissé parce que dans une démarche démarrée. Donc vous voyez un peu, ça dit, c'est dans ce jeu-là que la radiation intervient. Parce que pour le ministère, c'est ça. Et j'ai insisté, je voudrais encore insister, que les gens enlèvent de leur tête que nous sommes en droit des affaires. C'est très important pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire là. Il faut que les gens reviennent en droit politique béninois. Reprenons les textes et les statuts. Pour comprendre, est-ce qu'en droit béninois, il est écrit quelque part dans un texte que la fusion de deux ou plusieurs partis politiques emporte la disparition des partis politiques? Qu'est-ce que le droit politique béninois dit par rapport à la fusion? Le droit politique béninois, d'abord le législateur dit que pour comprendre la fusion, il faut aller dans les statuts. C'est ce que les statuts nous disent, que nous allons retenir en ce qui concerne les effets juridiques de la fusion. Et les statuts disent que le parti n'existe pas. Pourquoi vous voulez conclure à la nullité de cette disposition-là? C'est pour cela que je dis que c'est une affirmation un peu grave. On va y revenir parce que les statuts aussi ne peuvent pas se déroger, n'est-ce pas? On va y revenir. Il y a beaucoup de questions, beaucoup. Je ne sais pas par où commencer. Je vous propose une méthode, je vous lis les questions et puis vous allez faire une synthèse. Et si j'en oublie... je vais vous rappeler. Parce que si je ne lis pas les questions de mes amis, ils vont se décourager. Bonjour le plateau. Peut-on faire la fusion sans dissoudre au préalable? Rémi G. Bonjour le plateau. Ma question pour votre invité. Dans le cas d'espèce, est-ce que la fusion UP-PRD a pour conséquence la dissolution de UP et PRD? Est-ce une reconnaissance tacite ou une reconnaissance formelle de dissolution? Asen Siakete depuis Calavi. Bonjour Monsieur Adelakoun. Quelle est votre appréciation personnelle sur le code électoral et les 20% de suffrage au moins par circonscription électorale? À force Togbeyon, chacun vient avec ses préoccupations. Ah ouais. Bon, lui, ce n'est pas le thème qui l'intéresse. Il vient poser son problème et il s'en va. Bonjour le plateau. La charte des partis politiques en son article 29, alinéa 9, impose que toute fusion soit encadrée par les statuts des partis concernés. Or,
Dans le cas de la création de l'UPR, bien que les statuts du PRD prévoient un mécanisme de fusion, celui-ci n'a pas été respecté. Plus surprenant encore, le PRD a reçu un récépissé définitif du ministère de l'Intérieur après la naissance de l'UP, le renouveau. Ma question à l'invité, peut-on encore parler juridiquement de fusion entre le PRD et l'UPR ou s'agit-il en réalité d'une alliance politique maquillée en fusion avec des conséquences sur la validité même de l'existence de l'UPR Corneille-Baguidi? Bonjour, version originale, chers invités, veuillez nous répondre par oui ou non si juridiquement le PRD existe encore malgré la fusion avec l'UP. Salut Sani depuis Porto Novo. Bonjour le plateau, ici c'est Horacio Ndoté. Ma préoccupation est la suivante. La liberté accordée aux partis politiques de décider eux-mêmes de leurs modalités de fusion et de dissolution ne constitue-t-elle pas en réalité la base même du problème qui se pose actuellement? Certes, elle donne plus d'autonomie aux 10 partis, mais cette autonomie engendre de la cacophonie dans le fonctionnement des partis politiques. Finalement, n'est-ce pas la faute du législateur d'avoir fait cette option dans la charte des partis politiques? Votre avis, M. Adelakun. Je voudrais savoir si la fusion signifie la dissolution de l'UP et PRD. Songbe désiré. Bonjour, M. Landry, que j'aime suivre. Que disent les statuts de l'Union progressiste par rapport aux modalités de fusion? Sylvain Segla depuis Alada. Bonjour TVC, bonjour l'invité, je suis Abeti Habib, Anselme, professeur certifié de son état et résident à Tankpe à Calavi. Aujourd'hui, on retient quoi? Le PRD n'est plus en fusion avec l'UP. Pourquoi l'UP tient que le PRD soit avec elle? Sans le PRD, l'UP ne peut plus avoir les 20% dans les circonscriptions électorales. La réponse à ces différentes questions sera la bienvenue. Bonjour. Pour l'invité, que disent les tests de l'UPR par rapport à la fusion des partis politiques? Claude Mifflin Sorloko. Bonjour le plateau. J'aimerais savoir si le président Adrien Gbedji couvre vraiment le risque de 12 mois. Bon, ça c'est ce qu'un organe dit. Nous sommes responsables de ce que nous disons ici. Bonjour. Monsieur l'invité, ne pensez-vous pas que le pouvoir public pourrait faire prévaloir la supériorité de la valeur juridique de l'article qui dispose que nul ne peut être membre de 2 partis par rapport à l'article des statuts du parti PRD qui dispose que sa fusion avec un autre n'entraînera pas sa disposition? Également, comment le ministère de l'Intérieur pourra justifier la délivrance d'un récépissé définitif au PRD au lendemain de sa fusion avec l'UP Souadjou Ojo? Voilà les questions. Une dernière question, oui, pour Souadjou. Le fait que nul ne peut être membre de 2 partis est d'ordre public. Aucune disposition des statuts d'un parti ne peut y déroger. C'est un commentaire ou une conclusion du précédent internaute pour lequel vous avez longuement. Voilà l'éventail des questions. Il y a le temps, il y a tout. Je ne sais pas par où il faut commencer, je vais résumer les questions en 3 points. Premièrement, il veut savoir, oui ou non, le PRD, est-ce que le PRD, en tant que juriste, est-ce que le PRD existe à l'instant où nous parlons là? Est-ce qu'on peut dire que le PRD existe? Deuxièmement, les mécanismes de fusion des statuts qu'on a dit dans les statuts, est-ce que ces statuts-là ne sont pas en opposition avec la loi qui dit que l'une ne peut partir à 2 partis politiques? Et enfin, c'est une question, elle dit, comment mettre fin à l'imbroglio juridique ainsi créé par le travail, il n'a pas dit comme ça, mais par le travail inachevé des hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup et je voudrais remercier une fois encore les internautes et tous ceux qui nous suivent et parce que j'ai vu qu'ils ont mis vraiment leur temps à nous suivre et à poser des questions. Je pense que dans nos propos, nous avons essayé de répondre à certaines préoccupations, et, sauf si je me trompe, mais nous allons essayer de répondre à ce que vous avez demandé. Et oui, ils l'ont dit eux-mêmes, et c'est ce que nous avons rappelé, que nul ne peut être membre de plus d'un parti politique. Ouais, disposition d'ordre public, d'accord. Et c'est pour cela que le ministère de l'Intérieur, dans la vérification
conformément à l'article 19, doit tenir compte des exigences de la loi. Et je l'ai dit, qu'il appartenait au ministère de l'Intérieur de dire aux partis qui ont encore cette disposition dans leur statut que si vous dites que votre fusion n'entraîne pas la disparition de vos partis, cela n'est pas en conformité avec l'esprit de la législation, de la charte des partis politiques. Et cela n'étant pas fait, n'ayant pas été fait, nous sommes dans une situation où, malgré la présence de cela dans les statuts, et le ministère a délivré des actes administratifs. C'est pour cela que je dis qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a nullité. Si nous voulons acter la nullité, c'est que le ministère doit constater que dans vos statuts, vous ne pouvez pas dire que la fusion n'entraîne pas la disparition de votre parti. Vous voyez un peu. Donc c'est ça la nuance, c'est ce qu'il faut quand même comprendre et dire que c'est à ce niveau. Par conséquent, il est un peu difficile de dire est-ce que le PRD existe encore ou pas. L'intéressé, ouais, l'internaute, le compatriote, a dit de répondre par oui ou par non. Je suis certain qu'il sait, s'il n'est pas juriste, et vous me démentirez que c'est compliqué. Le juriste ne répond pas par oui ou par non. C'est compliqué. Parce que dit oui, dit non, mais... Il raisonne. Il raisonne. Il raisonne. Et là, vous allez tirer vos conclusions. Absolument. Donc, tout ce que nous avons dit aujourd'hui nous permet de dire que le PRD, en vertu de ce qui s'est passé, en réalité, existe encore. En vertu des dispositions de ces statuts, en référence à l'article 29 de la charte, existe encore. Cela voudrait dire que ce qui n'existe pas, et qui existe aussi, ça dit, enfin, je ne sais pas, je vais me faire comprendre. Ça dit, aujourd'hui, en droit, il n'y a pas un acte de l'autorité, un acte administratif, qu'on peut encore brandir en tant que tel, à part le récépissé définitif qui a été sorti au PRD, pour justifier encore l'existence en tant que tel. Parce qu'après, il y a eu la radiation. Donc, on a vidé le PRD de l'échiquier. Donc, voilà, c'est le dernier niveau. Donc, si on considère ça, on va dire que le PRD n'existe plus. Mais si nous partons dans les statuts du PRD et que nous considérons le récépissé, nous allons vous dire que le PRD existe encore. Au lendemain de la fusion. Au lendemain de la fusion. Et donc, du protocole de fusion. Du protocole de fusion. Maintenant, l'autre chose également, UP Le Renouveau. Nous allons constater que UP Le Renouveau a un récépissé définitif également, son adolescence. Donc, UP Le Renouveau existe en tant que parti politique. Mais si l'on fait référence à la maldonne, aux irrégularités que nous sommes en train de constater, nous allons dire tout simplement que UP Le Renouveau ne devrait pas exister. C'est pour cela qu'il serait difficile de dire oui ou non, mais j'explique pour que chacun tire ses conclusions. Les gens parlaient de mécanisme de fusion de l'UP. C'est la même chose. Le mécanisme de fusion au niveau de l'UP n'a jamais dit que la fusion de l'UP avec un autre parti politique entraîne la disparition de l'UP. C'est dans les dispositions autour des articles 111 des statuts de l'UP. Et suivant. Donc, ça n'a jamais dit ça également. Ce qui est dit et ce que les gens ont prévu, c'est leur dissolution. C'est pour cela, heureusement, vous avez pu faire ce exercice-là dès l'entame. Et j'ai dit qu'il y a une nuance entre fusion et dissolution. Qu'après, en vertu de ce qui sera retenu, la fusion peut conduire aux mêmes conséquences, aux mêmes effets juridiques en ce qui concerne la fin que la dissolution. Donc ici, les statuts n'ont pas dit ça. Mais au moment où les statuts n'ont pas dit ça, ayons présent à l'esprit qu'à l'article 11 de la charte, il est dit que vous ne pouvez pas être membre d'un parti politique. Ayons présent à l'esprit qu'avec la réforme, nous avons fini avec les alliances de partis politiques. Et donc, en réalité, je dis, il y a une irrégularité. Ce que le ministère devait faire, c'est de dire aux partis politiques, notamment le PRD, pour leur dire que, telle que la fusion, tel que vous avez prévu l'effet juridique de la fusion, c'est un porte-à-faux avec l'esprit du législateur. Parce que même si cela n'a pas été dit au niveau du dernier tiré de l'article 29, mais allons à l'article 11. Vous êtes en train de créer un nouveau parti politique dont vous voulez être membre, tout en étant encore membre de votre parti politique. L'article 11 dit non, vous ne pouvez être membre qu'un parti politique. Donc, c'est pour cela qu'il dit il faut faire une lecture combinée des dispositions et des statuts pour comprendre. Et je pense que c'est très important de comprendre les choses ainsi pour ne pas amalgamer, pour ne pas croire. Quelqu'un a parlé de 20%, bon, je ne sais pas si on va dans le code électoral. Dans le code électoral. Je pense qu'on a beaucoup parlé du code électoral. On a écrit, on a saisi les juridictions, qu'il s'agisse de la Cour constitutionnelle, qu'il s'agisse de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est une procédure en cours. Donc, on a tellement parlé de ça. 20%.
prenez les statistiques. Les gens ont obtenu ça où depuis qu'on fait l'élection. Je ne voudrais pas. Ça dit, vous m'avez appelé pour un débat juridique et donc je ne voudrais pas faire une analyse politique. Mais une chose est sûre, les 20%, nous considérons qu'en réalité, c'est un détournement. C'est un détournement de l'esprit du constituant. Donc, c'est un détournement de l'esprit des dispositions constitutionnelles qui dit que le mandat législatif n'est pas... tout mandat impératif est nul. C'est un détournement de créer des dispositions pareilles. On estime que c'est un détournement. En tout cas, j'estime que je ne veux pas aller dans ce débat parce qu'aujourd'hui, si vous voulez parler trop du code électoral, ça peut être comme un débat partisan et autres. On a fait assez de plateaux sur cela. Mais je dis que c'est une disposition que moi, je déplore. Et tout ce que je regrette à ce niveau-là, fondamentalement encore, c'est qu'au niveau de l'article qui parle de 20%, le législateur n'a pas eu la présence d'esprit de prévoir ce que nous allons faire au cas où aucun parti politique n'arrive à obtenir les 10%, même dans l'alliance dont ils ont parlé, dans les accords dont ils ont parlé, et qui voudraient que les autres partis puissent avoir d'abord 10%. Et ne l'ayant pas fait, ils sont en train de vouloir nous créer un vide juridique. Lorsque la situation va se poser, les gens ont dit qu'il faut retourner vers le juge constitutionnel. Mais pourquoi, lorsque nous savons déjà qu'il y a difficulté, de ne pas retourner au Parlement, ratifier le tir avant que tout ne s'embrase si en temps, parce que les acteurs politiques sont capables de tout. Nous espérons que tout ira bien.